Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le visage inhumain des démolitions des maisons effectuées dans des zones à risque situées à proximité de l'aéroport international de Douala. Vous suivrez dans ce journal les témoignages des nombreuses familles qui ont assisté impuissantes à ce déguerpissement forcé et à la démolition de leurs maisons. Elles expriment leur désarroi du fait de ne pas avoir été recasées tel que prévu par les conventions internationales. Le ministre de l'administration territoriale réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué, à savoir la régulation du secteur des mototaxis? Paul Atangadi le donne 3 mois pour se réglementer à pouvoir aux lois en vigueur au Cameroun, des mototaxis qui posent des conditions. C'est à suivre dans ce journal. La décentralisation dont le budget de répartition à la dotation générale. La décentralisation est fixée à 10 milliards de francs CFA, un montant jugé insuffisant par des maires. L'un d'entre eux est l'invité du 20h. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce visage inhumain des démolitions des maisons effectuées dans une zone déclarée à risque non loin de l'aéroport international de Douala, de familles qui tentent de récupérer encore quelques effets après le passage des engins de la communauté urbaine de Douala. Ces familles qui dénoncent de nombreuses entraves à leur droit d'accès à la propriété foncière et à un logement décent. Elles se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un recasement tel que prévu par les conventions internationales. Reportage Auréole Tchoumi. Carrière Bois de Singe et quartier Bafia, après le passage de la pelleteuse. Depuis une trentaine d'années, des populations domptent le couvert végétal pour s'installer. Seulement, la proximité avec l'aéroport international de Douala n'est plus du goût de la SECNA. Nous ne savons pas exactement pourquoi est-ce que les experts de la SECNA ne sont pas descendus sur le terrain pour venir, n'est-ce pas, délimiter, n'est-ce pas, ce qui leur revient de droit. Parce que déjà, moi, ma personne propre, quand j'ai intégré, n'est-ce pas, le quartier en 1986, je crois quand même que le mur avait, n'est-ce pas, une distance au moins de 5 mètres. Les familles sinistrées dorment à la belle étoile autour d'un feu pour diminuer l'armée des insectes carnivores. Voilà celle-là, elle a dormi dehors avec son enfant. Voilà avec l'enfant. Pas me filmer, il nous arrache la téléphones avec un bébé. C'est tuer les gens pas 2 fois, une fois seulement. Nous sommes déjà morts. Regardez la maison, ça ne fait pas 2 mois qu'on a arrêté les travaux, qu'on a fini les travaux et la maison est déjà au sol. Non, on se plaint parce qu'il fallait qu'on laisse d'abord l'école. L'année scolaire pour les enfants, on finit l'année scolaire. Maintenant, les enfants ont perdu toute l'année scolaire. Au-delà de la colère, certains trouvent la force de sauver ce qui peut encore l'être. Vendredi, ils sont venus casser, ce n'était pas maintenant le bien d'Arsène, au Congrès, c'est tout le quartier. On a parlé de 6 mètres. Voilà la dénomination de la barrière de Arsène. On a parlé de 6 mètres, donc il tend du manguer jusqu'à 5 mètres. Tout au long là, de 6 mètres. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est tout le quartier. Nous sommes laissés à nous-mêmes. L'opération de déguerpissement n'est pas terminée. Le collectif des indignés regrette jusqu'ici l'absence des mesures d'indemnisation et de recasement. Hommes, femmes et enfants sont dans la rue. D'autres ne savent même pas là où aller. Et nous avons déjà enregistré 2 cas de décès. 2 cas de décès comment? Il y a d'abord un monsieur qui s'est poignardé et qui est mort sur place. L'autre qui a été frappé par un AVC. Il est décédé, et sans compter aussi un des agents de la communauté aussi, qui est aussi mort net à l'Arcelou. L'entrée c'est lundi. Nos enfants, nous ne savons pas où ils vont aller. Nous dormons dehors là comme vous l'avez vu ce matin. S'il vous plaît, sous la pluie. Rappelons que c'est plus de 300 familles qui vivent au quartier Bafia, au lieu dit barrière à SECNA. Ces casses effectuées dans ces zones visent à faire
de cette zone un espace de sécurité pour l'aéroport international de Douala afin que cette infrastructure réponde aux normes internationales. Cependant, ce sont de nombreuses familles laissées pour compte par les autorités administratives de la capitale économique du Cameroun, des déguerpissements forcés qui se poursuivent avec des démolitions et leur lot de drames pour ces familles et les enfants qui n'ont plus où dormir afin de pouvoir continuer à suivre leurs cours. Reportage Xavier Sorel-Fouca. Quartier Bafia, à un jet de pierre de la limite de l'aéroport international de Douala. Ce sont des grabats qui restent de ce que furent les domiciles des habitants de ce quartier. Une destruction des maisons initiée par le gouvernement à la grande désolation des populations. Et on nous a dit qu'on devait casser à la carrière. On ne nous a pas dit qu'on devait casser au quartier Bafia. Mais c'est après on a cassé là-bas à la carrière le vendredi. Après on a dit que bon, lundi on devait casser tout quartier Bafia. À nos jours là, regardez vous-même, les enfants sont à l'école. Bon, on va faire comment? On déplace les enfants ou bien on part habiter à l'école avec les enfants ou bien comment? En attendant, c'est un vaste chantier de destruction qui se poursuit. Empilés sur des vérandas, posés à même le sol, dans des porte-tout, des tricycles ou tout simplement sur des têtes, les effets sont transportés pour des destinations dont les propriétaires sont les seuls à savoir. Ces populations pourront tout de même bénéficier d'un projet de recasement, même si rien n'est encore effectif. Le préfet du Vouri nous a dit ceci, que depuis le déguerpissement de la zone portuaire d'Essengui, le chef de l'État a pris à cœur ce problème de déguerpissement au regard des différentes familles qui ont été jetées dans la rue. Et a prescrit une mission gouvernementale, et notamment le ministre des Domaines et des Affaires foncières, de faire tout pour recenser auprès des autorités traditionnelles, les chefs de quartier, les chefs de bloc, de remonter l'information à temps utile auprès des autorités administratives pour qu'on fasse un bilan et que le dossier est rapidement et en bonne voie et est d'ailleurs avancé pour qu'on trouve un site de recasement pour les populations déguerpies, que ce soit à Essengui ou à ce niveau. D'après des sources, les travaux entamés ici visent à hisser l'aéroport de Douala aux standards internationaux à la demande des instances supranationales. Selon les sources tirées auprès de l'autorité administrative, notamment le préfet du Vouri, il a été signifié que ils ont subi, le gouvernement camerounais a subi une pression internationale pour rendre l'aéroport international de Douala praticable, qui avait le choix à faire entre fermer l'aéroport aux autres compagnies aériennes qui ont décidé de ne plus venir au Cameroun et faire le ménage selon les normes internationales qu'ils ont prescrites. C'est ainsi que le gouvernement n'avait pas de choix à faire, avait simplement le choix de casser, de faire déguerpir les populations et de dégager un périmètre de sûreté après la barrière à Sekna. Quoi qu'il en soit, en attendant la réalisation du dit projet, des centaines de familles sont désormais sans domicile. Restons dans la ville de Douala, là où la régulation du secteur des motos-taxis est un véritable casse-tête pour le gouvernement. Le nouveau ministre de l'administration territoriale a décidé de s'attaquer à ce terrain accidenté. Paul Atangadi somme les motos-taxis de se conformer à la réglementation en vigueur. Il leur donne 3 mois pour pouvoir se faire identifier. Objectif, c'est de mettre fin à ce grand banditisme qui prolifère au milieu des motos-taxis dans la capitale économique du Cameroun. Mais le défi s'annonce difficile à réaliser. Reportage Mitterrand-Dam et Éric Martial Diomo. Des responsables de syndicats de mototaxi en colère. L'accès à la salle de réunion avec le ministre de l'administration territoriale leur a été refusé. On convoque les syndicats pour une prise de contact avec le ministre, le MINAT. On nous bloque à l'entrée que c'est des associations. Paul Atangadi a donc échangé avec les responsables de regroupement de conducteurs de mototaxi autour de la réglementation du métier, en concordance avec les prescriptions du Premier ministre, notamment sur l'identification. Nous avons fait une évaluation de la situation. Nous avons donné la parole aux principaux concernés
Et ils ont pris l'engagement de respecter le décret du Premier ministre qui régit l'activité de mototaxi. Notamment, ils ont dit qu'ils vont chasser au sein de cette profession des bandits de grand chemin qui violent les filles, qui braquent les maisons et qui tuent même les paisibles citoyens. Ils ont dit que pour cela, ils ont pris l'engagement de se faire identifier. Donc dorénavant, comme stipule le décret du Premier ministre, chaque conducteur de mototaxi dans la ville de Douala devra se faire identifier. Ils ont demandé un délai de 3 mois, on leur a accordé et ils vont eux-mêmes mettre l'ordre dans la profession. Sur la question, les uns et les autres sont partagés. La voix du ministre peut être entendue à une seule condition, que les têtes des dirigeants, des leaders des mototaxis dans la région du littoral ne soient plus connus. C'est un jeu. Bon, puisque le ministre est là, vous saviez déjà que dans notre secteur des mototaxis, c'est un secteur très stratégique et dont nous avions beaucoup besoin d'appui. Paul Atangadi a aussi échangé avec les chefs traditionnels du Ngundu. D'abord, une visite du siège de cette institution Sawa à Akwa. Au cours des échanges, les dignitaires ont posé des problèmes qui portent sur le désordre urbain, les chefferies fictives ou encore la récurrence des problèmes fonciers avec à la manœuvre des administrateurs véreux. Ensuite, l'audience publique à la communauté urbaine de Douala, au cours de laquelle ces chefs Sawa ont appelé Paul Biya à être candidat à la présidentielle de 2018. La sécurité a occupé une place de choix dans les échanges. Il était également question d'évaluer, j'ai pris des mesures pour fermer les armureries et pour interdire la circulation des armes. Vous savez, au Cameroun, il faut avoir une autorisation d'achat, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Et on avait des défis sécuritaires à relever. Donc il était question, sur très haute instruction du chef d'État, de mettre de l'ordre dans le secteur. Après le nord-ouest, le sud-ouest, Paul Atangadi boucle ainsi l'étape du littoral avec en prime la valorisation de la paix et la promotion du vivre ensemble. Après leur échec à l'examen de fin de stage d'avocat, des candidats recalés résistent à la vague de critiques concernant leur mémorandum adressé au président de la République. Ils soutiennent Mordicus qui a eu des tripatouillages durant l'organisation de cet examen de fin de stage. Ces aspirants à la profession d'avocat ont quitté les couloirs de la justice pour espérer une intervention présidentielle sur les résultats de cet examen organisé dans le cadre d'une profession libérale au Cameroun. Joël Essenge et Gizogo. La colère gronde parmi les 867 recalés des 1400 candidats de l'examen de fin de stage d'avocat pour l'année 2018 au Cameroun. Les affirmations du bâtonnier du barreau et d'un ex-bâtonnier selon lesquelles le niveau des recalés a été jugé mauvais sont considérées comme des injures graves qui justifient la formation d'un collectif des avocats stagiaires indignés et la publication par celui-ci d'un mémorandum adressé au chef de l'État. Nous avons estimé que l'injure est trop grave et qu'il faut nécessairement saisir qui de droit, c'est-à-dire le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement de nos institutions. Nous avons fait pour cela un mémorandum pour qu'on puisse obéir à ce que veut la coutume, c'est-à-dire qu'on publie les résultats par ordre de mérite. Le collectif des avocats stagiaires indignés n'en démord pas. Pour lui, il y a bien eu tripatouillage dans la publication des résultats. On m'a appelé le samedi 31 mars pour venir à la direction des professions judiciaires. Alors, le confrère qui m'a appelé me dit, mais il se passe des choses, viens, tu nous retrouves. Parce qu'il faut absolument qu'on essaie de voir ce qui se passe. Je lui ai dit, je suis entré au barreau sans rien monnayer, sans rien faire. Même s'ils enlèvent combien, je suis parmi les majors, je ne peux pas rater. Parlant de l'une de leurs exigences, la publication des résultats par ordre de mérite, pour le collectif des avocats indignés, l'opposition de l'ancien bâtonnier, maître Charles Tchungang, à cette démarche s'explique par les errements observés lors de son passage à la tête du barreau. Il doit en avoir la preuve. Pourquoi on ne publie pas par ordre de mérite? Parce qu'il sait ce qu'il s'est passé lorsqu'il était bâtonnier. Nous ne voulons pas entrer dans la polémique. Nous allons élever le niveau de cette affaire qui va se jouer sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Face à cette situation, les avocats indignés ont aussi pris le chemin d'une action contentieuse au-delà du mémorandum. C'est qu'en matière de contentieux administratif pour les requêtes, notamment contre les résultats,
les requêtes collectives ne tiennent pas. J'ai déposé un recours gracieux préalable, acquis de droit, c'est-à-dire le ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'ai déjà saisi le tribunal administratif pour suspendre exécution, c'est-à-dire que cet arrêté portant publication de ces résultats puisse être suspendu jusqu'à éventuellement un contentieux. En attendant, leur conviction est faite que le gouvernement n'a rien à voir dans cette affaire, qui est davantage le fait, à les en croire, d'un réseau tapis au cœur du barreau. Véritablement, la trame de ce psychodrame qui se joue, le gouvernement n'est en rien impliqué. Il s'agit des membres du Rainbow au barreau du Cameroun et autres réseaux de monnayage et de corruption. Nous disons que cela ne peut pas. S'ils ne peuvent pas sortir les notes de tout le monde, qu'on sorte les miennes et qu'on dise que voilà, sur la base des PV. Mais qu'on revienne sur les copies, même sur les PV, et qu'on justifie que ces PV ont été signés par tout le monde, tous les membres du jury, et qu'on voit. C'est en somme une bataille des avocats où les arguments sont loin de faire défaut. Les secrets de la réussite à un examen officiel se trouvent-ils dans les cours de remise à niveau organisés durant les congés de Pâques? Vous allez constater que ces travaux pratiques et exercices de type examen attirent de plus en plus des élèves désireux de combler leurs lacunes à l'approche des examens officiels. Reportage Innocent Abega et Flavien Valondongo. À l'école publique d'application d'Aqua à Douala, dans une salle de classe, une élève et son enseignante partagent les corrections d'un devoir inscrit sur le tableau noir. Ça, c'est l'exercice qu'on nous a donné hier à faire à la maison. On est en train de faire la correction. Là où on est bloqué, notre maîtresse nous débloque. Elle est en train de nous enseigner pour qu'on comprenne bien. Parce que le partage sur le cours, on avait déjà fait ça depuis. Pour l'institutrice, la veille des examens scolaires oblige la remise à niveau de l'apprenant si l'on voudrait avoir de bons résultats en fin d'année. On ne fait pas de leçons. On essaye d'avancer avec des exercices, quitte à ces enfants de retourner dans leur cahier, faire multiplier beaucoup d'exercices et prêt même pour l'examen. C'est ce qu'on a de faire pendant les 2 semaines. Dans la salle d'à côté, l'accent est plutôt mis sur la correction des erreurs enregistrées par des indiscrets durant les 2 derniers trimestres. Nous sommes contraints de les maintenir à l'école et de travailler beaucoup plus sur les lacunes que nous constatons. Nous avons pris sur nous la charge de traiter des épreuves type examen. Et si jamais on se rend compte qu'il y a encore des difficultés à ce niveau-là, nous essayons de remédier très rapidement. L'on apprend par la suite que les bénéficiaires des cours de remise à niveau déboursent chacun un certain montant. Nous demandons une modeste somme de 2000 francs par enfant. Au lycée bilingue de Dedo à Douala, le non-respect des programmes tels que prescrits par les textes est brandi comme motif de cours de remise à niveau dans cet établissement. Plusieurs raisons qui poussent peut-être ces professeurs à ne pas tellement finir le programme. Dans ce deuxième trimestre, ça permet à mieux se rattraper. C'est pas forcément que les examens vont se composer au mois de juin. Donc c'est pas toujours tellement facile pour ces professeurs. 2 semaines, c'est pas petit, mais c'est beaucoup aussi de les laisser carrément comme ça pour les congés. Mais aussi les effectifs pléthoriques observés dans la plupart des salles de classe. Dans ce lycée, chaque élève débourse entre 2 et 5 000 francs CFA pour, dit-on, encourager l'enseignant qui accompagne l'élève à mieux affronter les examens scolaires. À ma connaissance, je sais que ça varie entre les 2 à 5 000 francs. Les cours de remise à niveau organisés dans des établissements scolaires, primaires comme secondaires de la ville de Douala, sont payants, quoique bénéfiques pour les apprenants. Des réformes du permis de conduire continuent de cristalliser des batailles entre le gouvernement et des syndicats. Des frais exigibles durant la formation viennent d'être supprimés après une pression syndicale exercée sur le gouvernement. François Dikoumé et Kate Diarra nous en disent plus dans ce reportage. La modification concerne la suppression de la somme de 5 000 francs CFA qui, depuis le mois de janvier 2018, était imposée aux candidats de l'examen de permis de conduire. Il est question d'inscrire ces charges-là dans le budget de l'État. Donc la réforme continue, les inscriptions en ligne continuent, rien n'a été supprimé à ce niveau, mais c'est le financement qui a changé. Ce n'est plus le candidat qui doit payer pour financer cette réforme. C'est désormais l'État. À la base de cette réforme, une proposition d'un ensemble de syndicats, d'auto-écoles, comprenant les inscriptions en ligne des différents candidats, l'amélioration de la qualité de formation et du volume horaire, pour ne citer que cela, mais surtout
l'institution de la somme de 5 000 francs CFA par candidat, de quoi réduire le taux de corruption dans le secteur. Les syndicats avaient initié une réforme que nous avons proposée à l'administration. Et l'administration donc a validé cette réforme. Cette réforme, jusqu'à présent, vise à éradiquer le faux qui est installé au niveau des examens de permis de conduire, au niveau de la formation. Pourtant, aussi intéressante soit-elle, la réforme sera contestée. Malheureusement, ça a mis à mal beaucoup de clandestins, ça a mis à mal beaucoup de fonctionnaires. Ils se sont donc attaqués à cette réforme sur le volet, l'aspect financier. Ils ont estimé que l'argent perçu par l'opérateur en charge d'implémenter cette réforme était perçu de manière illégale. Ils proposeront la suppression des frais exigibles. Parmi les partisans de cette suppression, il y a Dieudonné Nyumsi, président national du syndicat des propriétaires d'auto-écoles du Cameroun. Pour lui, la réforme est bonne, mais il y a un problème. Le problème qui s'est posé et qui a créé tout le désordre que vous avez vu, c'est tout simplement parce que certains ont voulu profiter de cette opportunité pour se faire de l'argent sur le dos des contribuables. Dans le détail, il expliquera que Pressprint, le prestataire chez qui cet argent est supposé être reversé, n'a pas de contrat de ce type avec l'État du Cameroun. Cet argent n'était versé nulle part dans l'air, ce n'était pas une taxe légale, puisque Pressprint n'a jamais eu un marché dans ce sens. Le contrat qui lie Pressprint à l'État camerounais, c'est un contrat qui date de 2009 et c'était pour la sécurisation des titres de transport. Dans ces différentes investigations, il découvrira, dit-il, un important réseau de rétrocommissions auquel il décidera de s'attaquer malgré les menaces et des propositions indécentes. Pour lui, la suppression de cette somme est un début de victoire. Le combat suivant serait de militer afin que l'argent estorqué aux candidats leur soit remboursé sans aucune forme de procès. À ce jour, je peux vous dire que au moins 300 millions seraient encaissés dans ce compte Mobile Money. Il s'agit de l'argent des Camerounais qui sont passés par notre biais pour arriver à Pressprint. Ce n'est pas les candidats qui versaient. J'ai le droit de revendiquer cet argent à Pressprint, ce que j'ai même déjà engagé. On ne peut pas m'arrêter. C'est une affaire à suivre. La société sucrière du Cameroun est asphyxiée sur un marché inondé du sucre importé de façon illégale. Du coup, cette situation affecte cette entreprise qui peine à écouler le sucre produit sur le plan local. Son chiffre d'affaires ne cesse de baisser et de nombreux emplois sont menacés. Pourtant, cette entreprise qui contribue au produit intérieur brut au Cameroun et est un vivier d'emplois pour plus de 4000 Camerounais. Reportage Ike Cyril. La société sucrière du Cameroun, Sosucam, a du mal à écouler ses produits. Pour preuve, des tonnes de sucre sont stockées dans les magasins de Sosucam, en Koteng et Mbandjo. La faute à une concurrence déloyale que subit l'entreprise. Elle nous fait très mal, elle fait mal parce qu'elle relève une certaine distorsion. Ce ne sont pas les mêmes coûts, ce n'est pas la même fiscalité et ce n'est pas les mêmes enjeux. Vous avez pu voir depuis votre arrivée sur le site, nous employons 8000 personnes aujourd'hui, que ce soit emploi direct ou indirect avec nos prestataires. Et c'est toute une économie locale avec un rayonnement national qui est en jeu aujourd'hui avec la paralysie annoncée de nos activités si rien n'est fait au niveau de la suspension de ces importations. Du sucre importé pénètre le territoire national par le port de Douala, tandis que du sucre contrefait passe par les régions septentrionales pour inonder le marché camerounais. Plus de 40 000 tonnes de sucre sont ainsi importées en violation de la résolution du comité interministériel de régulation du marché du sucre qui fixe le taux et les conditions d'importation du sucre. Résultat des courses, les livraisons de la Sosucam connaissent une baisse drastique avec à peine 6 000 tonnes de sucre par mois, soit 200 tonnes de sucre écoulées par jour, alors que la campagne de production en cours génère 700 tonnes de sucre par jour de ressources supplémentaires.
Réuni en session ordinaire le 28 mars dernier, le conseil d'administration de la SOSUCAM a exigé l'application immédiate des résolutions du comité interministériel pour éviter une paralysie des activités de l'entreprise. C'est un cri d'alerte que nous lançons aujourd'hui, un cri d'alerte par rapport au risque de paralysie des activités de la SOSUCAM. Nous sommes en pleine campagne, nous avons convié aujourd'hui pour constater vous-même le niveau de stockage que nous avons à date, sachant que nous sommes en campagne jusqu'au mois de juillet. Sur le terrain pourtant, le travail se poursuit. Dans l'agglomérie de Mbandjok par exemple, l'on continue de fabriquer du sucre granulé et du sucre en morceaux. On arrive à broyer de la canne, à créer du granulé, qu'on arrive à transformer en bûchette ici et aussi dans la chaîne chambon que vous allez voir en morceaux. Donc c'est une usine qui fait non seulement du granulé dans les sacs de 50 kg, mais qui permet aussi de faire du morceau, des bûchettes et du sachet 1 kg. Nous sommes dans la salle de production du sucre en morceaux. Donc le sucre est réceptionné du magasin à sucre. Il est tamisé. Ensuite, on ajoute environ 2% d'eau. Le sucre est mélangé. Et après, il est introduit dans la mouleuse, comme vous voyez là. Et le sucre est comprimé et démoulé, on obtient les carreaux de sucre. Le sucre ressort avec une humidité de l'ordre de 0,30%. Et il est conditionné dans les fonds de boîte, coiffé et palettisé et stocké dans la salle de maturation. Dans l'atelier de reconditionnement en Cotin, le sucre est mis en sachet dans l'espoir d'être transporté sur le marché. L'usine a pris l'orientation ce jour d'en sachet des sacs de 5 kg, donc des sacs de 5 kg raffinés. Donc ils sortent du sécheur, ils sont sur une bande roulante et à ce niveau, vous avez des agents spécialisés qui reconditionnent ces sacs de 5 kg en sacs Big Bag. 45 000 tonnes de sucre au total, soit 31 200 tonnes au magasin d'un Cotin, 13 000 tonnes en Mbandjok et 1500 tonnes dans les différents entrepôts sont actuellement stockés. Ils ne peuvent être écoulés pour cause d'importation irrégulière. Et si la situation perdure, la SOSUCAM risque de faire faillite et envoyer au chômage plus de 8 000 Camerounais. Je vous invite à présent à découvrir un marché insalubre où se vend du sucre produit sur le plan local. C'est en Banga, dans le département du Mungo. Les commerçants ne cessent de se plaindre depuis de nombreuses années. Des tas d'immondices s'accumulent en montagne dans ce marché de Banga et les produits vivriers côtoient des ordures ménagères et des risques de maladies hydriques menacent bien sûr les populations. Jusqu'ici, rien n'a été fait pour mettre fin à cette insalubrité. Reportage Jacques Molon et Isabelle Carole Zoupette. Plusieurs années déjà que le marché de Manga, dans le département du Mungo, région du littoral, baigne dans l'insalubrité. Les commerçants de ce marché partagent cet espace avec des tas d'immondices qui ont élu domicile. Ces déchets éparpillés ça et là exposent clients et commerçants à de nombreuses maladies. La situation est bien inquiétante et les commerçants sont aux abois. La poubelle a fait plusieurs années là-bas. Ils n'ont jamais ramassé et nous payons le ticket toutes les semaines. Le marché de Mbanga n'est pas conçu. Et la poubelle qui est là, nous sommes mal à l'aise. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas à l'aise ici en Mbanga. À quelques pas de cet tas d'ordures se trouvent des étals. Fruits et légumes sont exposés sur des bâches étalées à même le sol. Un doigt accusateur est pointé sur la mairie qui peine à construire et entretenir ce marché. Pour les usagers, les agents communaux se livrent au quotidien à la vente de tickets. La mairie n'a pas fait son travail. Quand c'est les aliments qu'on mange directement, on ne doit pas vendre ça le sol comme ça, c'est pas bien. Je ne trouve pas ça normal. Chaque personne doit avoir un comptoir. On ne doit pas exposer les denrées alimentaires au sol. On paye le ticket 200 francs. Nous ne sommes pas à l'aise. Si c'est le soleil, ça nous tue, la pluie, ça nous tue. Et tous les jours, nous payons les tickets, le droit de balayage. Les commerçants du marché de Mbanga, impuissants, sont contraints de vivre ce calvaire d'un autre genre. La situation est la même dans plusieurs marchés du Cameroun où commerçants et usagers côtoient promiscuité, insalubrité et insécurité.
La dotation générale de la décentralisation est fixée à 10 milliards de francs CFA. Cette année 2018, le chef du gouvernement vient de signer un décret qui fixe la répartition de cette enveloppe. La moitié de cette dotation est consacrée au salaire des magistrats municipaux et le fonctionnement de tous les comités interministériels chargés de la décentralisation. Selon le décret du Premier ministre, les 5 autres milliards sont destinés au financement des projets de construction des salles de classe, et également les rénovations des centres de santé, des forages, l'électrification rurale et l'entretien des routes. Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec Jean-Robert Wafo, adjoint au maire à Douala, deuxième conseiller municipal et spécialiste des questions de décentralisation et de gouvernance locale au Cameroun. Parlons tout d'abord de ce festival africain des arts martiaux qui reçoit des coups durs. Des Camerounais désabusés déplorent une promesse non tenue des promoteurs de cet événement. À peine annoncé, Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux et icône mondiale du cinéma, n'a pas effectué le déplacement. Pourtant, ses fans camerounais ont déboursé des sommes d'argent pour espérer le voir faire des démonstrations de kung-fu. Mais il n'en était rien. Des associations de consommateurs dénoncent une publicité mensongère. Reportage à suivre du côté de Yaoundé. La page du tout premier festival des arts martiaux s'est fermée, laissant derrière elle des consommateurs déçus d'avoir acheté du rêve, celui de voir Jackie Chan et d'autres grosses pointures du cinéma au Cameroun. Une pilule très amère que digère mal la Ligue camerounaise des consommateurs. Les amoureux du 7e art ont cru devoir envahir le palais des sports compte tenu des annonces pompeuses. Malheureusement, ce n'était que du bluff et ils n'ont eu que les yeux pour pleurer. Du coup, il y a une organisation de consommateurs qui les défend, c'est la Ligue camerounaise des consommateurs, qui a pris le sujet à bras de corps et a décidé d'ester en justice. La Ligue camerounaise des consommateurs est en train de recenser les victimes, donc toute personne qui a participé à ce spectacle et a été déçue par l'absence de ces grosses pointures. Il en est du Festival des arts martiaux, comme d'autres grands événements organisés au Cameroun et dont les consommateurs sont constamment floués. Qui ne se souvient pas de ces artistes de renom, plusieurs fois annoncés en spectacle au Cameroun, à grand renfort de publicité, mais dont on ne voit aucune trace, le jour J. Que dire des publicités mensongères, entretenues par les opérateurs de téléphonie mobile, et des loteries qui prospèrent, sans que l'on ne sache jamais qui a gagné quoi, malgré la mise de départ. Autant de faits qui amènent la Ligue camerounaise des consommateurs à se demander si le consommateur, justement, est encore roi au Cameroun. La publicité mensongère, c'est une sorte de marketing, c'est une sorte d'appât pour gruger, c'est-à-dire que pour tromper le consommateur. Ces gens-là savent très bien ce que le consommateur aime, ce que l'usager aime, mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas la possibilité de leur donner ça. Quand on annonce des stars, des pointures au spectacle, elles doivent être là. Sinon, soit on rembourse, soit on va en justice. Malheureusement, les dénonciations des organisations de consommateurs résonnent comme un tonneau vide. Même si la Ligue camerounaise des consommateurs revendique quelques acquis, somme toute marginaux. Vous vous rappelez la fameuse grève de la faim qui a été menée du 21 au 25 avril 2014 devant l'ARCEL, l'agence de régulation du secteur de l'électricité, et qui a comme ça empêché la hausse annoncée des tarifs d'électricité. Donc ça c'est une action forte, c'est l'action marginale de la Ligue, mais on a eu également beaucoup d'autres actions où on a eu gain de cause. L'adage est connu, le consommateur doit être roi. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, tel que le démontre la dernière actualité. 10 milliards de francs CFA pour la décentralisation, serait-ce la réponse du président de la République dans un contexte de crise marqué par ces mouvements sociopolitiques observés dans les régions anglophones, lui qui avait promis l'accélération de la décentralisation? Les maires, magistrats municipaux sont-ils contents? Comment apprécient-ils cette dotation générale de 10 milliards dont la moitié est consacrée au fonctionnement de certains organismes et comités destinés à la décentralisation? Nous en parlons dans une poussière de secondes. Sur ce plateau, l'un des adjoints au maire à Douala 2e, Jean-Robert Wafo.
Bonsoir. Bonsoir, c'est Dino Félé. Vous êtes spécialiste des questions de gouvernance locale et vous avez suivi ce décret du Premier ministre qui fixe la répartition de la dotation générale pour la décentralisation, 10 milliards de francs CFA, dont 5 milliards sont consacrés au fonctionnement. Comment appréciez-vous cette répartition? Tout d'abord, avant d'aller dans les détails, il faut regarder la masse globale. La masse globale de cette dotation générale de décentralisation, c'est de 10 milliards de francs CFA, vous l'avez dit. Mais je tiens à rappeler ici que 10 milliards ne représentent que 0,22% du budget global de l'État qui se situe à environ 4 500 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que c'est peu. Je n'ai pas parlé, n'est-ce pas, de 1% du budget, je dis bien, c'est 0,22% du budget de l'État pour le compte de cet exercice. Donc vous voyez que c'est pratiquement insignifiant. Et c'est lieu ici, n'est-ce pas, de se poser la question de la manière avec laquelle, n'est-ce pas, cette dotation générale est répartie. On nous parle de 5 milliards de francs CFA, en fait cas, n'est-ce pas, du salaire des maires, mais il y a lieu également ici pour moi de signaler, ça il faut le dire ici clairement, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent, et que ceux qui nous gouvernent également le sachent. Il se trouve que les maires aujourd'hui ont 16 mois d'arrivée de salaire. Il y a 16 mois. Parce que depuis le décret du président de la République fixant ces salaires, qui devaient être financés par la dotation générale de la décentralisation, date de septembre 2015. Et les salaires ont commencé à être versés, n'est-ce pas, aux maires en janvier 2017. C'est pour ça que ça fait bien 16 mois d'arrivée de salaire. Quand on a commencé dans la version en janvier 2017, les maires estimaient, ils croyaient, n'est-ce pas, à juste titre qu'il devait avoir un rappel. Il n'y a jamais eu de rappel, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ces maires, c'est-à-dire les maires, les adjoints aux maires, ainsi que les délégués et les adjoints délégués du gouvernement, ont 16 mois d'arrivée de salaire. Allez donc me demander où est passé cet argent. Justement, est-ce que vous avez introduit des requêtes auprès de l'administration pour pouvoir entrer en possession de ces arriérés de salaire? Mais je vais vous dire une chose, quand il s'est agi en 2008, au lendemain des événements de février 2008, de faire appliquer le décret du chef de l'État, c'est-à-dire que augmentant les salaires de base de 15% et les indemnités de non-logement de 20% des fonctionnaires, immédiatement, ça a été pris en charge. Alors, je comprends pourquoi, quand ça concerne les magistrats municipaux, ils s'en foutent, c'est pas le problème, on ne sait même pas où se trouve cet argent. Donc c'est le lieu ici pour moi, n'est-ce pas, d'inviter la CONAC, d'aller faire un tour de ce côté, parce qu'il s'agit des sous extrêmement importants, 16 mois d'arrêt de salaire, pour plus de 1000 magistrats municipaux. Je crois que ça mérite qu'on y jette un coup d'œil. Sur cette dotation générale de la décentralisation, la moitié de l'enveloppe consacrée uniquement au fonctionnement des différents comités chargés de la décentralisation, avec des administrations qui sont nombreuses dans ces comités dont l'efficacité peine à être évaluée. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais écoutez, effectivement vous avez raison, parce que quand on regarde le nombre de structures qui gravitent autour, n'est-ce pas, de la décentralisation, on a bien envie de se demander pourquoi ce nombre, parce que c'est énorme. Vous savez, voyez-vous, les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas besoin de cette surcharge de structures. Les collectivités territoriales décentralisées ont besoin d'une chose, c'est quoi? C'est que déjà les textes existants en matière de décentralisation soient appliqués. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que, qu'est-ce que les collectivités territoriales décentralisées attendent? Que le décret de septembre 2015 fixant les modalités de transfert par l'État de certaines compétences aux communes en matière de commerce soit appliqué. Notamment l'article 13 alinéa 1 qui dispose que les communes gèrent les marchés installés sur leur territoire. C'est ça, c'est ce que les collectivités territoriales décentralisées attendent. Pour le moment, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Je veux vous démontrer. Moi, je dis ça, c'est de la distraction. Ça, c'est de la distraction. C'est vrai que ça résout un certain nombre de problèmes, mais c'est des petits problèmes. C'est qu'une collectivité territoriale décentralisée est créée pour assurer l'épanouissement et le bien-être des populations. C'est pas le cas, c'est pas avec la dotation générale de la décentralisation qu'on pourra le faire, c'est pas possible. Mais justement, le gouvernement prévoit dans ce texte une répartition de l'enveloppe de 10 milliards, 5 milliards pour les investissements, et il y a des projets de construction des salles de classe qui sont aussi importantes pour les populations. 1 milliard de francs CFA consacrés pour les projets de construction dans les salles de classe pour les différentes communes du Cameroun. Comment appréciez-vous cette enveloppe? Non, mais il s'agit, n'est-ce pas, d'un double emploi. Il s'agit d'un double emploi.
parce que les collectivités territoriales décentralisées déjà bénéficient dans le cadre des budgets d'investissement public de tout ce qui est en train d'être cité là. Par exemple, quand vous parlez des salles de classe qui seront financées à hauteur de 1 milliard de francs CFA, on a bien envie de se demander où est passé le budget d'investissement public du ministère de l'éducation de base et du ministère des enseignements secondaires. Parce que dans ce budget d'investissement public, la construction des salles de classe et la rénovation sont prévues. Quand vous dites, vous parlez de la rénovation des centres de santé, 1 milliard, mais ça fait partie. Où est donc passé le budget d'investissement public du ministère de la Santé? Quand vous dites l'entretien des routes, c'est de 500 millions de francs CFA, où est bien passé le budget d'investissement public du ministère des Travaux publics? Parce que toutes les mairies, tous les 360 communes bénéficient au titre d'entretien routier de la part du ministère des Travaux publics d'une enveloppe de 27 millions 300 000. Donc, on met 500 millions pour 360 communes, vous voyez que c'est du menu frétin. Et en plus, quand vous dites qu'il y aura des forages à hauteur de 500 millions de francs CFA qui seront financés par le budget d'investissement de cette dotation générale de la décentralisation, je veux bien savoir passer le budget du ministère de l'eau et de l'énergie. Quand vous dites qu'en matière d'électrification rurale, il y aura 1 milliard de francs CFA, bon, moi j'ai bien envie de me demander où est passée l'agence de l'électrification rurale au Cameroun. Donc je dis ceci, les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas besoin de ça. Appliquer les textes. Et monsieur Sédic Moufélé, je vais dire une chose simple. Quand vous regardez même déjà au niveau de la technostructure de l'État, l'État dans son ensemble, quand vous regardez en matière en matière de prélèvement obligatoire, de tout le prélèvement obligatoire, l'État central concentre à lui seul 85,5% de tout le prélèvement obligatoire, c'est-à-dire impôts et taxes qui sont soumis et les impôts qui sont soumis à péréquation, contre, je dis bien contre 6,5% concentré par 14 communautés urbaines pourtant dirigées par des délégués du gouvernement nommés et uniquement 2,6% que concentrent 360 mairies qui sont dirigées par les maires élus. Donc, ça, c'est la première chose. Qu'il y a les ressources financières sont insuffisantes. Il faut dégraisser le Maroc parce que j'ai entendu l'ancien ministre de l'administration territoriale dire en termes de bilan que en matière que l'État a transféré au titre, n'est-ce pas, du budget d'investissement public, au titre de l'administration générale de la décentralisation, ainsi qu'au titre des impôts communaux soumis à péréquation au cours de l'exercice 2010 à l'exercice 2015, 588 milliards de francs CFA, soit. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est quoi? 588 milliards de francs CFA ne représentent que 3% du budget, moins de 3% du budget de l'État durant la même période. Donc il y a un problème. Comment comprendre cette réalité sur le terrain et le discours du chef de l'État qui avait promis l'accélération de la décentralisation? Est-ce que cette dotation générale, la décentralisation, correspond justement aux promesses présidentielles? Non, ça ne peut pas correspondre aux promesses présidentielles, loin s'en faut. Il faut quand même qu'on soit clair. J'ai dit que ça ne représente que 0,22%, n'est-ce pas, du budget de l'État pour le compte de cet exercice. Je dis ceci, si on veut accélérer la décentralisation, parce qu'on est en train de faire une décentralisation, c'est une accélération sur place. Si on veut accélérer la décentralisation, que tous les décrets qui ont été signés par les premiers ministres de la République soient effectifs. Monsieur Sédic Moufélé, je vais prendre 2 décrets. Vous allez me permettre de chuter par là. Le décret d'abord de 2011 fixant les modalités de répartition, donc de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation, notamment sur les centres additionnels communaux. C'est un scandale d'État. J'espère que le nouveau ministre de la décentralisation, qu'il va prendre cela en main. Parce que longtemps, les ministres précédents, c'est-à-dire que se sont fait rouler par les fonctionnaires véreux qui sont tapis dans ce ministère. Que dit ce décret concernant les centres additionnels communaux sur la quote-part des centres additionnels communaux alloués aux communautés urbaines? 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Nous avons, M. Sédic Moufélé, ça je vous le dis clairement, il faut que les Camerounais le sachent. Nous avons une communauté urbaine ici qui, depuis 2011, a 35 milliards de centres additionnels communaux. En reversant 40%, ça fait 14 milliards de francs CFA aux 6 communes. Sur 7 ans, parce que ce décret date de 2011, ça fait plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été retenus illégalement par la communauté urbaine, par exemple, de Douala, au détriment des 6 communes d'arrondissement. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que chaque commune a perdu, c'est-à-dire que, du moins,
s'est vu spolier de 16 milliards 300 millions de francs CFA depuis ce décret de premier. Je dis le décret, le ministre ne doit pas travailler. Le ministre local. Monsieur, le ministre il ne doit pas travailler, il doit faire appliquer. Et pour faire appliquer, il faudrait bien évidemment qu'il se rapproche de ceux qui se débarrassent de cette écurie d'Ogias qui peuple le ministère au niveau des centres de décision. Je parle du ministère en charge de la décentralisation. Je vais prendre le deuxième décret. Parce que quand vous prenez toutes les communes de Douala réunies, monsieur s'est dit, nous faisons les recettes de toutes les communes de Douala réunies n'atteignent pas 8 milliards de francs CFA. Pourtant, toutes ces communes réunies atteignent 14 milliards de francs CFA au seul titre des centres organisationnels communaux. Ça veut dire que depuis 2011 que ce décret a été signé, chaque commune a perdu 16 milliards 300 millions. Donc plus que le cumul des recettes de ces mairies au cours de la même période. Et je vais également parler du deuxième décret. Le décret, en quelques secondes. En quelques secondes, c'est toujours le décret du Premier ministre. C'est comme si le Premier ministre, dans notre pays, est devenu la serpillère de la République, ce que je recuse, parce que c'est pas normal. Qu'il soit Premier ministre, le fait qu'il soit Premier ministre, lui confère le titre de chef de gouvernement et c'est lui qui doit piloter le gouvernement sous l'impulsion, n'est-ce pas, du président de la République, conformément à la Constitution. Le deuxième décret toujours du Premier ministre, c'est le décret fixant les modalités de transfert par l'État de certaines compétences aux communes en matière de commerce. Mais M. Sédig Noufélé, ce décret est clair entre l'article 13 alinéa 1. La commune gère les marchés installés sur son territoire. Justement, il y a toujours une bataille entre certains marchands et les communes. Effectivement, vous avez été brillant à l'école, M. Sédig. Merci Jean-Robert Wafo pour cette précision. Justement, c'est une affaire qui... le Premier ministre. Je vous dis, les grands marchés continuent d'être gérés par la communauté urbaine. Merci, nous avons perdu depuis 7 ans au niveau de la commune de Douala deuxième. Tout à fait. Merci Jean-Robert Wafo pour cette précision. 450 millions de francs. Je rappelle que vous êtes l'un des adjoints au maire de Douala 2, là où il y a une bataille pour le contrôle du marché central de Douala et d'autres espaces marchands. Merci Jean-Robert Wafo. Mesdames, je vous en prie, merci pour cette précision-là. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.